Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de texte du passage de l'étranger d'Albert Camus. Alors la première chose qu'il me paraît très important de préciser, c'est que si vous n'avez pas encore fait l'analyse de texte chez vous, ne regardez pas tout de suite ces vidéos, vous avez le temps, ne vous stressez pas. Je vous rappelle que le plus important, c'est votre santé physique comme mentale, ainsi que la santé de vos proches. Donc si vous n'avez pas encore fait l'analyse, vous avez encore le temps, cette vidéo restera en ligne. Donc faites l'analyse et revenez voir la suite de cette vidéo. Pour pouvoir me suivre, il va vous falloir télécharger les documents qui apparaissent ici en bas sur la Dropbox qui vous permettra de suivre mon analyse en direct. Je vais aussi mettre sur la Dropbox deux bonus. Je vais mettre l'audio du passage lu par Albert Camus. C'est toujours intéressant de voir comment l'auteur lit son livre et quel rythme il donne spécialement à ce passage. Et je vais également mettre l'adaptation de bande dessinée de ce passage par Jacques Ferrandez. Donc dans la superbe bande dessinée de Jacques Ferrandez, je vais vous mettre l'adaptation. C'est toujours intéressant de voir quels ont été les enjeux pour ce passage. Alors, précisez également que l'analyse que je vais faire n'est qu'une proposition. Elle n'est pas parfaite et en plus, elle est plus ample que ce que je vous demanderai en classe, en temps normal. Donc, regardez par rapport à ce que vous avez travaillé, quels points concordent, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous comprenez. Comme toujours, je suis toujours à votre disposition pour des questions, n'hésitez pas. Ma volonté dans cette vidéo, c'est d'être le plus clair possible. C'est pourquoi j'ai vraiment construit cette vidéo par chapitre. Vous allez voir apparaître sur l'écran chaque étape du canevas d'analyse pour que ce soit bien clair. C'est parti avec l'introduction. Alors, dans l'introduction, il est important d'être précis et concis afin de contextualiser l'œuvre et l'écrivain. En ce qui concerne l'étranger, Albert Camus est né en 1913 en Algérie. Pourquoi il est important de préciser qu'il est né en Algérie? Parce qu'ayant passé toute sa jeunesse en Algérie, il s'est imprégné de l'ambiance, de la culture, de l'architecture algérienne. Et d'une certaine manière, tous ces éléments se retrouvent dans son roman, dans l'étranger. On pense notamment, bien sûr, au thème du soleil, omniprésent, à la chaleur omniprésente, tout au long du roman, et qui, je vous rappelle, joue un rôle primordial, notamment dans la scène du meurtre. Albert Camus est arrivé en 1939 à Paris. Il a écrit L'étranger jusqu'en 1942. Il a été publié en 1942, en plein milieu de la guerre de 39-45, la Deuxième Guerre mondiale. Albert Camus est un écrivain engagé. Il s'est engagé très fortement dans la résistance à l'occupation allemande pendant la guerre et est devenu une figure très importante, une figure intellectuelle très importante au sortir de la guerre, jusqu'à sa mort tragique dans un accident de voiture en 1960. Précisez aussi qu'il a gagné le prix Nobel, remporté le prix Nobel en 1957. Pour plus de précision, pour encore plus de données, je vous renvoie à la vidéo de France Culture, la petite capsule de France Culture que je mets en lien en dessous de cette vidéo et que je placerai également sur la Dropbox. Au niveau du résumé du passage, il faut être très concis. 3 temps principaux dans ce passage. Premier temps, Meursault se retrouve chez le juge d'instruction pour être interrogé. Ensuite, il rencontre son avocat commis d'office avec qui il va échanger sur l'affaire. Et ensuite, dernier temps de ce passage, il retourne chez le juge d'instruction, mais sans son avocat qui n'a pas pu venir. On en reparlera plus tard. Enjeu du passage. Ce passage est fondamental pour montrer le décalage de Meursault avec la société et ce qu'elle attend de lui. Et le révélateur de ce décalage, c'est la figure de l'avocat dans ce passage. On voit que Meursault est déjà jugé dans ce passage, même par son avocat, y compris par la personne qui est censée le défendre. Donc par la dernière personne qui est censée le défendre. Le révélateur, c'est cette absence de l'avocat dans la fin du texte. Donc l'avocat qui a un contretemps et qui vient même plus défendre Meursault face au juge d'instruction. Il y a aussi ce mot d'égout qui est central dans le passage, on va y revenir, mais ce mot d'égout qui montre bien le sentiment, une partie du sentiment de l'avocat par rapport à Meursault,
Du coup, le titre « L'étranger » est d'autant plus explicite, Meursault étranger à la société, qui devient même un étranger pour l'avocat, qui n'y reconnaît pas un des siens. La première étape du développement, c'est la division du passage. Personnellement, j'ai divisé le passage en 4 parties, avec une première partie qui va de la ligne 1 à la ligne 18, je l'ai appelée « décalage ». Deuxième partie qui va de la ligne 19 à la ligne 73, je l'ai appelée « l'avocat commis d'office ». Troisième partie qui va de la ligne 73 à « il m'a dit presque méchamment » jusqu'à la ligne 92, je l'ai appelé « le jugement de l'avocat ». Et enfin, quatrième partie, de la ligne 93 à la fin du passage, je l'ai appelé « retour chez le juge ». Je pense que ce qui est important avec cette division en 4 parties, c'est le pivot. Il y a un pivot sur le mot d'égout de la ligne 73. Donc le dégoût de l'avocat de commis d'office qui arrive, et ensuite le changement de son attitude par rapport à Meursault. Donc ça c'est pour la partie 2, la partie 3, et du coup on est au centre du passage, et ces deux parties sont flanquées de la partie 1 et de la partie 4 qui concernent le juge d'instruction. Donc on a une symétrie dans ce passage. Analysons maintenant le point de vue du narrateur. Alors dans ce passage, comme dans tout le livre, le narrateur est à la première personne, focalisation interne. Ce qui donne cette impression de journal personnel. Le lecteur est donc très proche de Meursault et vit l'histoire à travers ses sensations. Et il y a vraiment cette focalisation sur les sensations de Meursault dans tout le livre. Et ceci se traduit aussi par les temps verbaux, une utilisation principale du passé composé et de l'imparfait, donc qui sont plutôt des temps utilisés pour l'oral. Vous voyez que vous n'avez pas de passé simple, donc il n'y a pas cette dimension littéraire qui va être donnée par Camus pour être plus proche du lecteur, pour que vraiment le texte soit plus proche du lecteur. On a aussi, pour tous les éléments antérieurs, l'utilisation du plus que parfait et du conditionnel passé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de conditionnels passés. Étant donné que Meursault hésite, que Meursault a des souhaits, a des regrets même, du coup, on a cette utilisation du conditionnel. J'aurais voulu, etc., etc. Maintenant, les champs lexicaux. Alors, j'ai sorti 4 champs lexicaux principaux. Le premier, c'est un champ contextuel, donc c'est le champ lexical de la justice. Vous avez notamment à la ligne 19 avocat, à la ligne 20 prison, à la ligne 27 dossier, à la ligne 28 affaires, etc., etc. Donc on est vraiment dans un champ lexical contextuel. On va aussi trouver cette omniprésence de la chaleur, alors de manière parcimonieuse dans ce passage, mais on va la trouver notamment à la ligne 22, vous avez la chaleur. Donc c'est intéressant, c'est que quand il voit l'avocat, il ressent cette chaleur. Meursault ressent cette chaleur et il en sera de même quand il va arriver dans le bureau du juge d'instruction. Donc à la ligne 98, il faisait très chaud. Donc à chaque fois qu'il arrive dans un lieu, il y a cette insistance sur la chaleur, sur la lumière. Ça, c'est deux champs lexicaux, on va dire plutôt contextuels. Ensuite, 2 champs lexicaux qui font vraiment sens par rapport à l'enjeu du passage. J'ai choisi de mettre en évidence les modalisateurs. Alors, qu'est-ce qu'un modélisateur? Et si jamais vous pouvez aller regarder dans votre Becherel Collège, vous avez toutes les informations dans le chapitre « Les indices de la subjectivité du locuteur ». Et donc, ça donne l'explication. Les modélisateurs servent à marquer les indices de subjectivité, donc l'opinion, l'avis, le ressenti de la personne qui parle, donc le locuteur, en l'occurrence le narrateur Meursault. Et vous avez tout un tas de verbes et de mots qui montrent bien cette modalisation. À la ligne 7, vous avez « tout cela m'a paru », donc le verbe « paraître », ça lui paraît. Ensuite, à la ligne 12, « il m'a paru ». À la ligne 46, « étonné », « il me semblait ». À la ligne 50, « sans doute ».
à la ligne 53, souhaité à la ligne 54 et apparu. Donc il y a de nouveau cette idée de paraître. Ligne 64, j'aurais préféré. Ligne 66, il n'avait pas l'air. Mon avocat n'avait pas l'air. Ligne 82, j'aurais voulu. Donc on a vraiment ce conditionnel passé relevé précédemment qui est très important. Ligne 83, je désirais. Ligne 88, j'avais le désir. Donc on voit vraiment cette omniprésence de la subjectivité de Meursault. La manière dont il voit les choses et dont il les rapporte. Et j'ai mis ce champ lexical en rapport avec le champ lexical de la réaction du malaise, de la réaction notamment de l'avocat et du malaise. Vous avez à la ligne 40, gêne. Vous avez à la ligne 47, gêné. Ligne 55, agité. Ligne 66, pas content. Ligne bien sûr 73, le dégoût, ce fameux dégoût, pivot dans le passage. Ligne 73, méchamment également. Ligne 82, fâché. Ligne 86, mal à l'aise. Vous voyez qu'on peut vraiment mettre en relation ces deux champs lexicaux. À la fois la subjectivité de Meursault et justement qui est en décalage avec la réaction de l'avocat, qui est mal à l'aise, gêné, voire dégoûté par la réaction de Meursault. Et Meursault qui ne voit pas où est le problème. D'ailleurs, il le dit très bien aux lignes 88, 89, 90. J'avais le désir de lui affirmer que j'étais comme tout le monde, absolument comme tout le monde. Mais c'est sa perception à lui, de Meursault. Ce n'est pas la perception de l'avocat et à travers l'avocat, la perception de la société en général. Il est très intéressant, de nouveau, pour cette question de subjectivité, de voir l'utilisation du même mot deux fois, mais de points de vue différents. Alors c'est le mot bizarre. À la ligne 24, vous allez trouver le mot bizarre prononcé ou mis dans la tête de Meursault. Donc il parle de l'avocat, il avait un costume sombre, un col cassé et une cravate bizarre. Notez juste, petite parenthèse, que comme le juge d'instruction, dès qu'il voit ces personnages, Meursault se concentre d'abord sur leur description. Il leur donne une description assez détaillée, alors qu'il n'y a aucune description de lui-même, de Meursault ou des personnages principaux. Donc c'est très intéressant de voir cette description des personnages. Il se focalise plutôt sur les détails, plutôt que sur la situation générale, en fait sur ce qu'il ressent directement. Parenthèse fermée. Donc, à la ligne 24, vous avez un col cassé et une cravate bizarre. Donc c'est voilà, une cravate qui lui paraît un peu étrange. Et ça, c'est son avis, bien sûr, c'est l'opinion de Meursault. Et à la ligne 72, vous retrouvez ce mot bizarre. Il m'a regardé d'une façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu de dégoût. Donc, on n'est plus dans la subjectivité de Meursault, là c'est la subjectivité de l'avocat. C'est l'avocat qui regarde Meursault bizarrement, bien sûr à travers la subjectivité de Meursault, mais c'est l'avocat maintenant qui regarde Meursault bizarrement. On a l'utilisation du même terme, bizarre, mais de deux points de vue différents. En ce qui concerne les figures de style, j'en ai relevé plusieurs, principalement dans la première partie, et une figure de style qui montre bien ce décalage, c'est l'antithèse. L'antithèse, c'est le décalage entre deux éléments, c'est deux éléments qui s'opposent. Et ligne 4, vous avez éclairé, ligne 5, l'ombre. Ce qui est intéressant, c'est que Meursault est éclairé, il est à la lumière, et le juge d'instruction reste dans l'ombre. Vous avez cette antithèse éclairage-ombre entre le juge et Meursault, le juge qui reste dans l'ombre, et Meursault qui est dans la lumière, donc qui est bien sûr le sujet de ce passage. Ensuite, vous avez une antithèse sur le comportement qui montre bien de nouveau ce décalage. Quand Meursault, quand il voyait le juge d'instruction, à la fin de leur entretien, il a failli lui serrer la main, ce qui est un geste cordial, un geste à prescrire en ces temps de coronavirus, donc vous voyez que même le coronavirus s'intègre dans l'analyse de texte, mais un geste cordial, mais un geste totalement en décalage avec la situation. Bien entendu, Meursault ayant commis un meurtre, il serait incongru, inconvenant qu'il aille serrer la main au juge d'instruction
comme s'il avait passé un bon moment avec lui. Ensuite, je pense qu'il est important de s'arrêter sur les discours rapportés directs et indirects dans ce passage. Vous avez vu dans tout le livre, Camus utilise beaucoup le discours indirect, dans lequel il insère beaucoup aussi de discours directs. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer un rythme, ça permet vraiment de créer un rythme dans la narration, d'alterner discours indirect et discours direct. Donc le discours direct, celui que vous trouvez entre guillemets, qui est une citation mot pour mot du locuteur, de celui qui a parlé, et les discours indirects donc, qui sont rapportés. Vous avez un discours direct qui est fondamental dans ce passage, c'est le discours des lignes 37 et 38. Les instructeurs avaient appris que j'avais fait preuve d'insensibilité. C'est intéressant. Vous avez cet élément, cette phrase, entre guillemets, sans qu'elle ait attribué spécialement à quelqu'un. Mais derrière, vous voyez ce qui se cache par rapport à l'enjeu du passage. C'est que j'avais fait preuve d'insensibilité, ce n'est pas seulement le sentiment d'une personne, ce n'est pas un propos rapporté d'une personne, c'est le propos rapporté de toute la société, des gens en général. Et d'ailleurs, ça se voit de manière très intéressante dans les lignes précédentes avec l'utilisation du pronom indéfini « on », qui peut aussi être un pronom personnel, mais là, il est vraiment indéfini. Lignes 34 et 35, « On avait su que ma mère était morte récemment à l'asile. On avait alors fait une enquête à Marengo. » C'est intéressant parce que ce « on », qui c'est ce « on » ? On peut se dire que c'est les instructeurs. Les instructeurs avaient appris que j'avais fait preuve d'insensibilité. Mais ce « on » donne quand même l'impression que cette enquête, elle a été réalisée un peu par tout le monde. C'est un on indéfini, un on qui pourrait symboliser, qui pourrait reprendre la société dans son ensemble. Avant de passer à la conclusion, je vais revenir sur quelques éléments très importants de ce passage. Je les ai soulignés en rouge, ça va apparaître en rouge, je pense, dans votre document. Vous avez vraiment cette idée du décalage dans la première partie avec au début je ne l'ai pas pris au sérieux. Ligne 1, ensuite ligne 8, 7 et 8 et tout cela m'a paru un jeu. Donc vous avez de nouveau ce décalage, c'est très grave ce qui est en train de passer. Il passe chez le juge d'instruction, Meursault passe chez le juge d'instruction car il a tué un homme. Mais il prend ça pour un jeu, il se réfère aux livres dans lesquels il a lu la description de ces phases chez le juge d'instruction. Donc vous voyez qu'il y a vraiment ce décalage qui est omniprésent dans cette première partie. Bien sûr, il y a « j'allais même lui tendre la main » dont on a déjà parlé. « J'avais fait preuve d'insensibilité » aux lignes 37 et 38 dont on vient de parler également et qui est aussi fondamental par rapport à la problématique du livre, parce que c'est ce qu'on va lui reprocher en fait au procès. Vous avez aussi à la ligne 52 une résurgence des premières phrases du livre, mais cela ne voulait rien dire, comme le fameux télégramme qu'il reçoit tout au début du livre. Donc c'est toujours cette incompréhension, cette mécompréhension de Meursault par rapport à ce qui est en train de se passer. Ligne 58, 59, 60, vous avez aussi une explication de Meursault très importante. « Mes besoins physiques dérangeaient souvent mes sentiments. » Vous avez vraiment l'explication de cette omniprésence des sentiments, du fait que Meursault soit toujours sur les sensations. Il est plutôt sur le physique que sur le mental. Donc mes besoins physiques dérangeaient souvent mes sentiments. Il se focalise uniquement sur le présent, sur le moment présent. C'est également ce qui lui sera reproché, c'est également d'être parti au cinéma avec Marie le lendemain de la mort de sa mère. Mais si on réfléchit d'une perspective de vivre dans le moment présent, c'est tout à fait cohérent. Et il l'explique là, noir sur blanc, à son avocat. Ensuite, bien sûr, le pivot de ce passage, ligne 71, 72, 73, il m'a regardé d'une façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu de dégoût. Ce mot dégoût qui est vraiment fondamental, c'est le sentiment que va avoir la plupart des gens face à lui par rapport à non pas son meurtre de manière paradoxale, non pas le meurtre de cet arabe, mais plutôt par rapport à son insensibilité présumée face à la mort notamment de sa mère. Ligne 77, 78, 79, je lui ai fait remarquer que cette histoire n'avait pas de rapport avec mon affaire. Meursault a tout à fait raison. Cette affaire d'asile, cette affaire de la mort de sa mère n'a aucun rapport avec le meurtre.
mais pourtant ça va être un élément fondamental du procès. Ensuite, ligne 88-89, 90, affirmer que j'avais le désir de lui affirmer que j'étais comme tout le monde, absolument comme tout le monde. On en a déjà parlé, mais c'est la perception de Meursault, c'est vraiment la perception de Meursault, mais pas la perception de la société. Donc on voit de nouveau une opposition entre la perception de Meursault et la perception de la société qui est opposée. Voilà, on va passer maintenant à la conclusion. En conclusion, on peut faire un lien direct entre ce passage et un autre passage emblématique du livre, le fameux passage de l'interrogatoire de Meursault, aux pages 132 et suivantes. Alors, Meursault est appelé à la barre par le procureur, seront aussi interrogés le directeur de l'asile, le vieux concierge et Thomas Pérez. Mais tous ces interrogatoires ne vont pas porter sur le meurtre de l'arabe, mais vont porter sur l'insensibilité présumée de Meursault lors de l'enterrement de sa mère, lors de la mort de sa mère et de la veillée funéraire qui a eu lieu jusqu'à l'enterrement. C'est intéressant parce que dans le passage, vous avez vu que Meursault disait très clairement « mais je ne vois pas quel est le rapport entre l'enterrement de ma mère et le meurtre de l'arabe ». Et la justice va justement faire un rapport directement, va essayer de démontrer, va essayer de faire un portrait moral défavorable de Meursault en se basant uniquement sur sa réaction extérieure ou ce qu'il a montré lors de l'enterrement de sa mère. Donc le résultat de la discussion de l'avocat avec Meursault, que vous avez eu dans le passage que nous avons analysé, trouve un écho direct lors de son interrogatoire au procès. Parce qu'on lui fait en fait pas le procès réellement du meurtre, ça c'est acquis, bon il a tué cet arabe, mais on lui fait surtout un procès en circonstances aggravantes car il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Et c'est ce qui prend vraiment toute l'énergie du procès, tout le sujet du procès comme vous l'avez vu. En ce qui concerne la vie personnelle, bien sûr, je vais trouver ce passage génial, vous vous en doutez déjà, mais je trouve ce passage passionnant. Pourquoi? Parce qu'il montre vraiment la problématique du livre. Il montre vraiment ce décalage entre Meursault, entre le comportement de Meursault et ce qu'attend la société de Meursault. Donc le fait de ne pas pleurer à l'enterrement de sa mère, le fait de toujours dire la vérité, parce qu'en fait il ne ment pas, Meursault, notamment à son avocat. Son avocat en vient à être dégoûté par ses réponses, tout simplement parce qu'il ne ment pas, il ne fait pas semblant, il refuse de faire semblant, y compris pendant son procès. Et puis, justement, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit que même si l'avocat qui est censé défendre Meursault en dernier recours, qui est l'outil fourni par la justice pour défendre, c'est un droit, le droit à avoir un avocat, même pour les pires criminels, si même l'avocat a ce sentiment de dégoût, reconnaît Meursault comme un étranger à l'humanité d'une certaine manière, d'un étranger à l'humain, vous voyez que c'est tout le système qui se grippe. Ça montre toutes les limites du système judiciaire, mais aussi de la société en général. Et pour conclure, la phrase de Camus « La liberté est pour moi le droit de ne pas mentir » prend ici tout son sens. Vous avez cette phrase dans la petite vidéo France Culture que j'ai mis en lien juste en dessous, excusez-moi, mais c'est une phrase fondamentale. La liberté est pour moi le droit de ne pas mentir. Et Meursault utilise cette liberté. Il utilise cette liberté de ne pas mentir et c'est ce qui va l'envoyer en prison. C'est ce qui va le faire condamner à mort. Voilà. On arrive au terme de cette analyse. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère qu'elle vous a donné des éléments de réflexion importants, intéressants par rapport à votre propre analyse. Ça vous permet de réfléchir, de comparer, de mettre en perspective. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez même m'envoyer des documents, j'y jette volontiers un œil. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt.